très heureux de vous retrouver sur cette visioconférence, à l'occasion de cette visioconférence à travers les trois modules, les trois thèmes que nous parcourons ensemble cet après-midi. Très heureux de vous retrouver, en particulier les directeurs, directrices d'exploitation ou d'ateliers technologiques que j'ai déjà eu le plaisir de rencontrer en présentiel en d'autres temps, notamment à IFTO, si je me souviens bien, dans une dernière rencontre en nombre. J'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de cet après-midi, notamment lors des temps d'échange ou des différents temps de questions que vous pourrez poser à travers le chat. Peut-être avez-vous déjà pratiqué ce matin d'ailleurs. À l'issue de différentes séquences, je proposerai notamment à nos modérateurs, Espérance Brendley et Dominique Didlot, de bien vouloir nous faire part des questions les plus récurrentes, les plus importantes qu'ils ont pu détecter sur ce chat, sur le pad sur lequel vous pourrez poser vos questions. Alors, comme vous le savez, cet après-midi, nous aborderons dans une prochaine séquence une séquence sur la sortie du glyphosate, ainsi qu'une autre séquence consacrée à la loi Egalim. Mais pour commencer, sans plus tarder, nous allons évoquer le thème transition agroécologique et reconception des systèmes, qui va nous être présenté en guise d'introduction de cette partie de la journée par Rémi Proust. Rémi Proust, qui est chef de bureau du développement agricole et des partenariats pour l'innovation à la DGER, qui va nous parler des priorités de PA2, ou du moins en tout cas nous en faire quelques rappels, j'imagine, et nous proposer quelques messages clés pour les exploitations et les ateliers technologiques. Merci à vous. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver également, et enchanté de vous rencontrer. Donc je salue en particulier les directeurs d'exploitation de l'enseignement technique privé et de l'enseignement supérieur qui nous ont rejoints pour cet après-midi et ces trois modules autour d'enseigner à produire autrement. Merci à vous en tout cas de nous rejoindre. J'excuse ma sous-directrice Bénédicte Kerbinet qui devait intervenir et que je remplace avec grand plaisir cet après-midi. Donc pour ces 10 minutes d'introduction à ces trois sessions, à ces trois modules, nous avons souhaité en fait vous faire un rappel un petit peu de la stratégie EPA2 et de la place des exploitations dans cette stratégie, hein, du coup qui est globale. Dans une première diapo, je ne sais pas, c'est moi qui partage l'écran? Non, c'est quelqu'un qui... Oui, ok. Donc cette stratégie EPA2, on est parti donc sur cette nouvelle version d'EPA pour les 4 prochaines rentrées scolaires entre 2020 et 2024. Et l'objectif, voilà, cette première diapo, je voulais juste vous passer ce message fort par rapport à la première version de PA sur laquelle vous avez œuvré, c'est que notre stratégie, elle est commune à l'ensemble, bien sûr, des dispositifs de la DGER. Chez nous, on pilote l'animation nationale dans notre bureau. C'est mon adjoint Dominique Didlot qui est le pilote national. Mais notre boulot, c'est de faire travailler toutes les sous-directions de la DGER autour de ce plan. Et c'est un travail du coup qu'on mène au niveau national. Au niveau régional, vos chargés de mission ADT dans chaque DRAF sont au pilotage au sein du SRFD et pour rédiger des projets régionaux globaux avec l'ensemble des services de la DRAF concernée. Et vous, au sein des EPL, votre exploitation en tant que centre constitutif, elle est concernée par l'ensemble de ces axes, mais elle est loin d'être seule. Notre première approche de PA2, et c'est ce qui en fait son originalité peut-être particulière par rapport à la précédente version, c'est qu'on a voulu en mettre en axe 1 et en axe 2 le rôle de l'apprenant à travers du coup des actions spécifiques qui visent à mobiliser la communauté éducative autour des enjeux de transition au sens large. Donc, on parle de transition agroécologique depuis EPA1, mais on parle de transition par rapport effectivement à l'adaptation au changement climatique, par rapport aux attentes sociétales qui sont les nôtres autour du bien-être animal, etc., etc. Ces jeunes, ils ont aujourd'hui des dispositifs, des référentiels de formation qui vont évoluer à travers EPA2, et on souhaite en faire aujourd'hui, en tout cas des fers de lance. Pour cela, effectivement, est prévu notamment des rénovations de référentiels autour des enseignants. Et les exploitations agricoles, dans ces axes 3 et 4 notamment, se retrouvent effectivement du coup à bénéficier de l'investissement qu'on va mettre autour de ces classes et ces enseignants qui eux-mêmes vont progresser et donc vont devoir avoir besoin d'un terrain d'apprentissage au même niveau que la formation qu'il leur est donnée. Voilà, donc je voulais détailler en particulier l'axe 3 et l'axe 4, où effectivement vous êtes en particulier concernés. Sur la prochaine diapo, du coup, l'axe 3,
vise du coup à, en particulier, mettre en œuvre, merci de passer à la diapo suivante, du coup le diagnostic de l'exploitation. L'objectif pour nous, il est en dessous, c'est de réussir la reconception des systèmes agricoles et alimentaires, des exploitations du coup des lycées agricoles. Alors, en fonction des contextes locaux, l'effort est évidemment plus ou moins grand, mais pour réussir cette reconception, effectivement, l'objectif étant bien sûr que l'ensemble de la communauté éducative, vos partenaires, en tout cas, réclament ce terrain, en aient l'utilité et soient formés dessus à travers les futurs métiers qu'ils vont faire. Donc l'idée étant de construire cette approche diagnostique avec l'ensemble des apprenants et des enseignants. L'ensemble, en tout cas, en particulier ceux qui sont très attendus, c'est bien sûr les référents EPA que chaque région a mis en œuvre, c'est bien sûr les éco-délégués qui sont attendus et qui sont formés, mais c'est toutes les initiatives du coup locales qui sont à travers les futurs badges numériques qui seront donnés dans l'axe 1 et l'axe 2, qui seront sollicités. Donc s'insérer dans des dynamiques d'expérimentation d'innovation locale et nationale. L'enjeu autour de cet axe-là, pour vous, c'est bien sûr d'être en mesure de valoriser les initiatives locales qui répondent aux enjeux territoriaux qui sont les vôtres, tout en prenant en compte l'ensemble des objectifs de politique publique qui sont les nôtres, Éco-Phyto, Éco-Antibio, l'Ambition Bio 2022. On a toute une série d'objectifs qui nous sont fixés, comme toutes les exploitations françaises. Et l'idée étant de prendre en compte ces enjeux pour définir effectivement une stratégie de système agricole de demain et de la mettre en œuvre en cohérence avec le territoire. D'où les actions qui sont liées au repérage, à la fois des partenariats possibles sur les expérimentations, au repérage des exploitations innovantes sur les territoires, puisqu'on souhaite que nos apprenants, bien sûr, bénéficient dans leur stage, dans leur formation, du coup, des innovations qui sont en place sur notre exploitation du lycée et en particulier autour des exploitations. Donc l'enjeu pour vous autour de cet axe-là, ça va être de faire effectivement la part des choses entre d'un côté des objectifs de politique publique qui sont ciblés. Dans EPA2, on les a rappelés, la sortie du glyphosate, on en a parlé ce matin. L'objectif, effectivement, que l'ensemble de notre surface agricole utile sur toutes nos exploitations agricoles publiques et privées soit en bio, soit labellisé HVE, soit en signe officiel de qualité à l'horizon 2025. C'est des gros objectifs forts qui sont quantitatifs. Mais l'objectif de fond, il est la conception et reconception du système et sa cohérence par rapport aux enjeux globaux. Voilà, donc c'est vraiment un équilibre entre à la fois cet objectif de reconception, qui est le nôtre, et des objectifs de politique publique qui viennent en complément et rappeler en tout cas l'importance des enjeux et les prioriser. Sur l'axe 4, l'exploitation agricole des lycées est là, du coup, un des centres constitutifs concernés, mais loin d'être le seul. On attend du coup de la part de l'ensemble de l'EPL un rôle d'entraînement à travers la participation aux dynamiques locales qui existent. Je vous cite rapidement effectivement bien sûr les GI2E qui ont montré en tout cas leur utilité en matière d'échange, de retour d'expérience et d'animation collective, mais on promeut aussi à travers ça bien sûr les dispositifs comme les projets alimentaires territoriaux qui sont des vraies dynamiques multi-acteurs sur lesquels on attend des EPL au sens large, un investissement important dans une visée de bien valoriser le travail que vous aurez réalisé sur l'axe 3, évidemment, etc. À notre niveau, au sein de la DGR, on est très vigilant à vous donner en tout cas les moyens pour réaliser ces partenariats thématiques et on travaille à la mise en place de conventions nationales, à leur animation. On en a actuellement une qui fonctionne très bien avec l'OFB, l'Office français de la biodiversité. On en a une également avec la FNAB qui est très bon niveau. Et on continuera en tout cas à développer des partenariats stratégiques pour en faire bénéficier chacun des territoires, pour que dans vos dynamiques locales, vous ayez en tout cas accès à ces moyens, à ces partenaires, un accès facilité qui soit prévu, en tout cas par des conventions. Dans cet axe-là, on a également effectivement inséré le respect des objectifs de la loi Egalim. Vous aurez une séance tout à l'heure là-dessus. Voilà, l'objectif est d'être effectivement sur cette thématique-là comme sur d'autres, effectivement au rendez-vous de la loi qui est parue il y a maintenant 1 an et demi. Et là-dessus, les exploitations, à travers la fourniture, bien sûr,
des productions et des ateliers, les ateliers à travers la fourniture des productions alimentaires, effectivement, ont leur place, mais effectivement, c'est un travail commun, vous le comprenez, au sein de l'EPL, puisque ça va notamment concerner la question des gestionnaires, de l'économat, du coût, etc. Et vous êtes loin, du coup, d'être seul là-dessus. Et donc, ces deux axes, ils prendront bien sûr toute leur place dans le PLEPA, hein, dans le projet locaux, qui est à rédiger par chacun des EPL à l'issue de cette année scolaire. Voilà. Le dernier mot que je voulais vous dire sur la fin de mon intervention est autour des dispositifs et moyens qu'on mobilise. Donc, je vous ai parlé de ces conventions nationales. Voilà, vous rappelez autour de PA2, qui est notre stratégie unique hein, sur la mission ADT, eh ben, on y a mis tous les moyens à notre disposition, des moyens humains, méthodaux et techniques autour des animateurs nationaux de réseaux thèmes, des réseaux éducation et développement durable qui sont très actifs, des 4 écoles du dispositif national d'appui qui mettent en place, vous y participez, hein, je le vois, des webinaires, des formations, des suivis individuels, collectifs, régionaux. Autour de ça, du coup, vous avez des réseaux pendant lesquels effectivement échanger et diffuser, des réseaux effectivement qu'on anime nous à travers les chargés de mission DRAF ADT, et puis des réseaux qui sont qui sont présents sur vos territoires que j'ai déjà cités. Vous avez des moyens humains au sein de l'EPL. En tant que directeur d'exploitation, vous êtes loin d'être seul sur ce sujet-là. Des référents EPA, j'en ai parlé, mais bien sûr, les dispositifs historiques hein, de la mission ADT qui sont confortés, que ce soit les tiers-temps, les chefs de projet, et désormais, depuis cette année, la petite nouveauté, on a mis en place des charges horaires pour les personnes qui suivent des RMT dans certains EPL. Voilà. Et enfin, qui dit moyens humains dit aussi effectivement moyens financiers pour réussir cette transition. Alors vous avez des moyens financiers à aller chercher, bien entendu, dans votre dialogue régional avec les conseils régionaux qui sont propriétaires et donc ont une place tout à fait centrale. À notre niveau, effectivement, on y participe à travers les discussions qu'on a avec l'ARF en direct. Mais je voulais vous rappeler aussi, bien sûr, que vous avez toute une série de leviers à activer, alors qui nécessitent bien sûr du temps, mais qui sont néanmoins disponibles et de temps en temps très fléchés vers l'enseignement agricole. Vous connaissez le CASDAR à travers l'appel à projet TAE qui est directement ciblé, et les autres appels à projets qui vous sont ouverts souvent en tant que partenaire. Vous connaissez désormais Ecophytoterre qui est financé via Ecophyto, mais dès cette année et dès cette fin d'année, vous voyez arriver aussi l'ensemble des possibilités d'investissement à travers le plan de relance, par exemple sur du matériel autour de la stratégie nationale protéines végétales. Aujourd'hui, pas plus loin que la semaine dernière, l'ensemble des dispositions sont portées par France Agrimaire sont parues. Donc voilà, donc un travail du coup lequel on va essayer de faire converger nos moyens humains et financiers, donc l'ensemble de nos moyens pour la réussite en tout cas de cette transition au sein de vos exploitations. Voilà pour ma petite introduction et je vous souhaite du coup 3 modules fructueux avec nos intervenants de qualité que je remercie en tout cas d'avoir accepté de nous consacrer du temps cet après-midi. Merci à vous, Monsieur Proust, Rémi Proust, pour ces propos introductifs et ces premières informations de l'après-midi, suite auxquelles je vous propose d'entrer directement en matière en termes d'outils et de méthodes pour la reconception des systèmes de production. Présentation qui nous est proposée par Jean-Marc Ménard, directeur de recherche à l'INRAE dans l'unité agronomie à Grignon. Merci, Monsieur Ménard, pour votre présence et cette présentation par avance. Vous nous ferez, entre autres, un état des lieux des travaux engagés en matière de recherche et éventuellement évoquerai avec un peu plus de précision que je vais pouvoir le faire à l'instant, vous me présenterez certains outils méthodologiques et ferai éventuellement aussi le point des freins et leviers qui peuvent être activés pour mettre en œuvre la reconception en vue de systèmes agroécologiques. Je vous laisse nous faire cette présentation, à l'issue de laquelle, pour votre information à toutes et tous, nous entendrons 2 retours d'expérience successifs. Et à l'issue de cette séquence, vous pourrez nous pourrons poser les questions pour votre compte dans un premier temps à nos premiers intervenants suite à cette série de 3 interventions. Merci, Monsieur Ménard, de bien vouloir commencer. Je vous en prie, merci de m'avoir invité. Est-ce que vous voyez mon diaporama? Parfaitement, c'est bien parti. Voilà, donc j'ai partagé l'écran, donc c'est moi qui passe les diapos. Donc merci, je vais vous présenter donc un exposé intitulé « Outils et méthodes pour la reconception des systèmes de production » que j'ai préparé avec Marie-Hélène Geoffroy. Donc le besoin d'innovation pour la transition des systèmes agroalimentaires, il est considérable, on le sait tous. Donc c'est des innovations de rupture, des innovations systémiques, et donc allant dans le sens de la reconception, je ne vais pas passer toutes ces photos en revue, mais ça indique bien la diversité des challenges qu'on a à affronter.
diversité des challenges, mais aussi diversité des situations agricoles, du point de vue du sol, du climat, des ressources, des structures d'exploitation, des vulnérabilités écologiques, des tissus agro-industriels, vulnérabilité, diversité des visions du futur des acteurs de terrain, qui entraîne une diversité des attentes en matière de systèmes agricoles. Vous voyez les diapos passés, là, ça va? Oui. Très bien, c'est parfait. Et donc, il n'est pas possible, et je dirais même qu'il n'est pas souhaitable, de chercher à concevoir des innovations consensuelles ou des systèmes de production idéaux. En fait, il est beaucoup plus raisonnable d'imaginer concevoir une diversité d'innovations pour laisser le choix aux acteurs de piocher dans une bibliothèque d'innovation les choses qui les intéressent, qui correspondent à leur projet. Mais surtout, et nous on travaille beaucoup là-dessus dans les équipes, dans les projets auxquels je participe, de proposer aux acteurs des outils, des méthodes, des connaissances qui leur permettent d'innover par eux-mêmes et d'adapter éventuellement en situation les innovations exogènes les plus pertinentes. Alors mon exposé, je vais le faire en deux parties. Une première partie sur le contexte de la reconception et une deuxième partie sur quelques outils pour la reconception, sans prétention d'exhaustivité, mais en présentant peut-être ceux qui sont les plus mûrs et les plus efficaces actuellement. Donc le contexte de la reconception, je vais commencer par revenir sur le mot reconception par contraste avec l'efficience et la substitution. C'est des concepts qui ont été proposés par des auteurs anglo-saxons sur les voies de réduction, pour les voies de réduction des intrants, en distinguant efficience, substitution, reconception, et je l'illustre sur l'exemple des pesticides en grande culture. Vous avez des solutions, alors vous en avez pas mal, hein, j'ai mis etc. à la fin de la liste, outils d'aide à la décision, bulletins de santé des végétales, qui visent à améliorer l'efficience des traitements, c'est-à-dire à ne traiter que ce qui est nécessaire. Vous avez des solutions, variétés résistantes aux maladies, des herbages mécaniques, méthodes biologiques, qui visent plutôt à substituer un intrant à un autre, c'est-à-dire on ne change pas beaucoup, mais on change juste à ce niveau-là. Et puis vous avez des solutions de type reconception, qui sont les plus nombreuses, qui sont celles sur lesquelles il y a le plus d'innovation régulièrement, et j'aurais pu allonger cette liste en doublant le volume. C'est des solutions dans lesquelles on reconçoit de manière plus profonde le système de production en changeant en même temps plusieurs techniques. Les itinéraires techniques du blé bas intrant ou les successions diversifiées, c'est des changements qui sont non pas forcément profonds, mais en tout cas qui touchent plusieurs techniques et donc un peu plus complexes à mettre en œuvre. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a une faible diffusion des solutions de type reconception. Vous avez ici un histogramme qui représente les pourcentages d'articles traitant de la réduction des pesticides selon les voies reconception, substitution, efficience, trois couleurs, d'après les 4 revues techniques nationales s'adressant aux agriculteurs en grande culture, les 4 principales, pour 3 années, donc avant le plan Ecophyto, et puis 2018 plus récemment. Vous voyez que de toute façon, c'est toujours, même si ça a un peu rééquilibré, les solutions de type efficience, c'est-à-dire les outils d'aide à la décision qui sont de loin les plus diffusés. Vous avez la substitution qui gagne du terrain, avec en particulier le biocontrôle et le désherbage mécanique qui font l'objet d'un nombre croissant d'articles. Et puis la reconception qui reste relativement faible, d'autant plus faible que derrière, vous avez beaucoup de solutions. Donc on parle relativement peu de chacune d'elles. Les outils d'aide à la décision restent la voie privilégiée pour le conseil, ce que traduit ce qu'illustre ce schéma-là. Alors pourquoi est-ce que ces solutions de la reconception sont relativement peu diffusées? Il faut, pour le comprendre, c'est ce qu'on avait fait dans l'étude Ecophyto R&D qui a précédé la mise en place du plan Ecophyto, sorti en 2009-2010, c'est aller interroger les acteurs, les autres acteurs que les agriculteurs, qui souvent considèrent que ça ne les arrangerait pas si les agriculteurs ils adoptaient ces solutions. Je prends par exemple les mélanges de variétés de blé. Il y a une préférence de beaucoup de meuniers pour les lots de variétés pures, préférence qui est retraduite par les collecteurs sur le fait qu'ils préfèrent ne pas avoir de mélange, ils préfèrent avoir des variétés pures pour faire les assemblages eux-mêmes. Les associations d'espèces, on sait que ça marche pour réduire les produits phytosanitaires et la fertilisation azotée. Comme les filières sont des filières par espèce et que le tri n'est pas organisé, les associations d'espèces, on sait que ça aurait pas mal d'avantages, mais ce n'est pas praticable par la plupart des agriculteurs.
en l'absence de structure de tri. Les conduites du blé à bas intrants butent sur la réticence des collecteurs vis-à-vis d'une réduction des volumes. En résumé, il faut remplir les silos. En d'autres termes, il faut les amortir. Les variétés résistantes aux maladies qui permettent de changer les stratégies de protection phytosanitaire, sur l'exemple de la pomme de terre est tout à fait emblématique, puisque la résistance au mildiou, ça permet de réduire assez considérablement le nombre de traitements. Ben, ça nécessiterait, ces changements de variété, des changements de procédés de transformation, et donc les clients des agriculteurs qui leur achètent leur production, les industriels, imposent des variétés qui ne sont pas, qui sont les variétés auxquelles ils sont habitués, qui de fait ne sont pas résistantes au mildiou. L'organisation de paysages pour favoriser les auxiliaires ou pour gérer la durabilité des résistances, qui seraient pourtant des atouts importants, ben, ça se fait un peu, mais très peu, parce que globalement, personne ne considère avoir la légitimité pour organiser des méthodes de lutte au niveau du territoire. Et l'allongement des rotations, sur lequel on a conduit une étude à la demande des ministères de l'Agriculture et de l'Écologie il y a quelques années, et programme qui se poursuit, bute sur l'allongement des rotations, bute sur le développement de filières pour les espèces de diversification, ce qui fait qu'on reste globalement sur des rotations courtes organisées autour, par exemple au nord de la Loire, sur le colza et le blé. Alors, en fait, cette faible diffusion des solutions de reconception, elle traduit le fait que les systèmes de production agricole actuels, ils sont cohérents avec l'organisation des filières amont et aval. Et dans ces filières, la stratégie de chaque acteur renforce la stratégie des autres. Et l'agriculteur, il est là au milieu, il a sa stratégie aussi, mais il est soumis à la stratégie des autres. Et personne n'a intérêt à remettre, à court terme au moins, à remettre en cause des tendances lourdes auxquelles il s'est adapté. Ces tendances lourdes, elles prennent la forme de ce que les économistes appellent des mécanismes d'auto-renforcement. Et en plus, les mécanismes d'auto-renforcement, il y en a pas mal, mais ils sont interconnectés. Je l'illustre sur les freins au développement des espèces de diversification qui seraient nécessaires pour allonger les rotations, et l'allongement des rotations, c'est indispensable pour la transition agroécologique. Une culture qui occupe une petite surface, elle est peu sélectionnée puisqu'il y a un petit marché de semences, les coûts de logistique et les coûts de transaction sont relativement élevés, au moins par quintal. Les références agronomiques sont rares parce que, comme elle occupe peu de surface, il n'y a pas grand monde qui travaille dessus. Résultat, la rentabilité est diminuée et on a plutôt une baisse de surface qu'une augmentation. Au contraire, les grandes espèces, le blé, le colza, le maïs, bénéficient d'un progrès génétique suivi, d'innovation en protection des plantes et en technologie de la transformation, de références agronomiques nombreuses parce qu'elles occupent de grandes surfaces, il y a une forte demande, et donc une compétitivité qui est renforcée. C'est ça qu'on appelle un verrouillage socio-technique, et c'est ça qui freine les alternatives aux pesticides, par exemple, mais aussi un certain nombre d'autres innovations en agriculture. Ce processus de verrouillage, on ne l'a pas inventé pour l'agriculture, hein, c'est un processus qui a été mis en évidence par des chercheurs d'autres domaines, qui a particulièrement été étudié sur les questions des transports et de l'énergie. C'est un processus dans lequel il y a une technologie A qui peut être adoptée de façon durable, voire quasiment irréversible, par la plupart des acteurs d'un système, même s'il apparaît une technologie B plus efficace. Et derrière, vous avez ces processus que je viens de décrire tout à l'heure sur la diapo précédente. Il faut bien avoir en tête qu'étant donné les interactions, les interconnexions que j'ai évoquées, le verrouillage est systémique. Il ne faut pas chercher un bouc émissaire. Tous les acteurs sont solidairement responsables, mais chacun n'est responsable que dans la mesure où il joue, où il active les leviers qui correspondent à une stratégie qui a été mise en place quelques années avant. Et par rapport à la reconception, le verrouillage freine donc la reconception, il freine le développement des innovations de rupture, je l'ai illustré sur les alternatives aux pesticides, mais inversement, là il y a un paradoxe, il n'y aura pas de déverrouillage, et donc de transition, sans innovation de rupture. Et donc la difficulté, et ce à quoi il va falloir travailler, et je vais en parler dans la suite de mon exposé, c'est d'identifier les acteurs avec lesquels innover et les nouveautés qui seraient susceptibles de favoriser le déverrouillage. Alors pour cette question de l'identification des acteurs avec qui innover et des innovations pour le déverrouillage, j'ai pris l'exemple plus simple que celui des pesticides de la diversification des cultures. La diversification des cultures, elle suppose finalement que toute une filière se mobilise autour des cultures alternatives, de ces cultures de diversification.
Donc, pour qu'une culture de diversification se développe, eh ben, il faut dépasser tous les freins qui sont listés sur cette diapo, c'est-à-dire ce faible investissement sur les espèces mineures en sélection, le manque de référence sur les performances et les effets précédents au niveau de la production. Il faut organiser différemment la logistique en tenant compte du fait qu'elle est plus complexe quand il y a plus d'espèces collectées. Au niveau de la transformation, les coûts de transaction, il faut adapter les procédés de transformation et gérer les coûts de transformation qui sont plus forts sur les espèces mineures. Et puis, au niveau des distributeurs et des consommateurs, leur faire ressentir l'intérêt environnemental de la diversification, qui est en général pas identifié. En plus, donc vous avez tout un tas d'acteurs derrière, et il faut que tous ces acteurs se mobilisent pour qu'existe une nouvelle culture de diversification, une nouvelle filière. En plus, il faut que ces différents acteurs ils soient coordonnés. L'absence de coordination entre les acteurs, on l'a vu dans l'étude diversification que je citais tout à l'heure, c'est une cause fréquente de l'échec de la construction de nouvelles filières, parce que l'information et les incitations circulent mal entre des gens qui se connaissent mal. Alors comment déverrouiller? Eh bien, pour déverrouiller, il faut agir sur tous les leviers à la fois, sur tout un tas de leviers, aux différents endroits de ce schéma, pour débloquer les choses. Et ce n'est pas un seul endroit où il faut jouer, c'est tous en même temps. Il faut jouer le levier des débouchés, c'est-à-dire fonder la différenciation des produits issus des cultures de diversification sur des qualités reconnues par le marché. Pensez par exemple à l'allégation santé des produits à base de lin oléagineux dans le cadre de Bleu-Blanquer. On a besoin de leviers de l'innovation technique, des variétés améliorées, des nouveaux systèmes de culture, des nouveaux procédés de transformation. On a besoin aussi d'actionner le levier de la coordination des acteurs, en particulier pour toutes les filières qui sont relativement nouvelles, pour favoriser l'interconnaissance, l'échange d'informations et le partage de la valeur. Alors là-dedans, une petite réflexion sur le rôle des DEA, DAT. Votre rôle peut être potentiellement, d'une part, de proposer, de tester, d'améliorer des innovations techniques, mais aussi, par votre connaissance, de participer à la mobilisation des acteurs. On retrouve le rôle d'entraînement qui vient d'être évoqué par Rémi Proust, autour de l'animation de territoire et l'essaimage des pratiques innovantes. Quelques outils pour la reconception maintenant, ma deuxième partie. Alors, je vous ai parlé de reconception, on va revenir un peu sur ce concept de conception, mais d'une manière un peu plus théorique, c'est-à-dire sur qu'est-ce que ça veut dire que concevoir. Concevoir, c'est... Ah, le problème. Excusez-moi. Voilà. Concevoir, ça signifie créer quelque chose qui n'existe pas encore pour répondre à un nouvel objectif, à un nouveau besoin. Et c'est un processus, une partie du processus d'innovation qui est particulièrement essentielle parce que c'est là que se définit l'identité de ce qu'on va concevoir, de cet objet innovant, de ce que sera l'innovation. Et c'est un processus qui est assez particulier, qui a été étudié dans les recherches que nous, on étudie dans le cadre de l'agriculture. Il implique des raisonnements et des formes d'organisation adaptées aux objets à concevoir et aux dynamiques socio-économiques. Et à travers les trois outils que je vais vous présenter, Track aux innovations, Atelier de conception et conception pas à pas de solutions systémiques, on a essayé de clarifier les raisonnements sous-jacents et les formes d'organisation qui permettent d'avancer et d'imaginer des solutions originales. Alors, je vais vous présenter en 2 diapos chacune ces différentes méthodes qu'on mobilise pour avancer dans la conception d'innovation pour l'agroécologie, pour la transition agroécologique. Alors, la traque aux innovations d'agriculteurs, elle part de l'idée que les agriculteurs, ou du moins une petite partie des agriculteurs, sont très innovants, mais que leurs innovations restent cachées au niveau de leur ferme, alors qu'elles pourraient contribuer à la conception d'autres agriculteurs. Et donc, l'objectif de la traque aux innovations, c'est de repérer, d'analyser des innovations techniques, systémiques, organisationnelles, conçues par des agriculteurs, d'en caractériser les performances agronomiques, économiques et environnementales pour savoir si ça peut intéresser d'autres agriculteurs, et d'analyser les logiques d'action et les conditions d'expression de ces performances. Derrière cette méthode, il y a un certain nombre d'étapes de travail qui ont été identifiées, définir un projet de traque aux innovations, un projet qui doit être assez clair pour qu'on sache ce qu'on cherche,
repérer des innovations chez les agriculteurs avec des méthodes de type méthode de boule de neige ou utilisation de bases de données, prendre connaissance, découvrir les innovations par des entretiens, analyser ces innovations en caractérisant en particulier la logique agronomique et générer donc des contenus agronomiques, des ressources cognitives qui peuvent être utilisées pour la conception d'autres agriculteurs. Alors, quelques exemples de tracts aux innovations réalisés avec différents partenaires, avec l'Institut français de la vigne et du vin, une tract aux innovations en viticulture bio, une tract aux associations plurispécifiques en maraîchage sous abri, l'atelier paysan qui travaille sur une tract aux outils agricoles pour l'agroécologie, des travaux sur la tract aux associations avec légumineuses qui ont été réalisés en grande culture dans différents projets. Également, pratiques innovantes de gestion des adventices vivaces en agriculture biologique sans élevage, donc une situation où c'est assez difficile de maîtriser le rumex ou le chardon. Et puis actuellement, un travail sur la trachopratique pour la maîtrise de la bruche, de la févrole et de la lentille. Et bientôt, on travaillera sur les alternatives aux néonicotinoïdes sur la betterave. On a travaillé aussi en Argentine sur des systèmes alternatifs au système de monoculture, de quasi-monoculture du soja. Deuxième méthode, les ateliers de conception. L'objectif des ateliers, c'est de produire collectivement un ou plusieurs objets sortant des sentiers battus à partir d'une exploration qui s'appuie sur des connaissances diverses. Une exploration collective qui s'appuie sur des savoirs issus d'apprentissage, des connaissances scientifiques, des savoir-faire, etc. Donc ça se fait en salle. Et là aussi, il y a une méthodologie qui est aujourd'hui assez bien maîtrisée, avec définition du périmètre d'innovation, partage des connaissances et création d'un langage commun, puis exploration de voies d'innovation, et enfin, déploiement des pistes d'innovation et expression des projets. Alors, il y a quelques caractéristiques clés pour un résultat innovant. J'ai laissé tout ce qui était écrit, puisque vous aurez les diapos, mais je ne vais pas le détailler. Bien sûr, être d'accord sur la cible partagée, c'est assez essentiel, parce que quand il y a des gens autour de la table qui ne partagent pas la cible, ça met le bazar et on avance beaucoup moins. Choisir des participants porteurs de connaissances très diverses, par exemple agriculteurs, scientifiques, techniciens, consommateurs, acteurs de l'eau, ça dépend des sujets, pour partager des points de vue, sortir des idées préconçues. L'animation de l'atelier est absolument essentielle. Elle doit en priorité défixer les participants, c'est-à-dire leur éviter de retomber dans les idées classiques qu'ils ont d'habitude. Donc, si on veut être innovant, il faut sortir de ce qu'on fait d'habitude. Et puis, des méthodes aussi pour gérer le caractère systémique. Puisqu'on est sur des objets systémiques, c'est un peu plus compliqué. Donc, il y a des objets intermédiaires, il y a des découpages des ateliers en plusieurs morceaux qui peuvent être menés. Quelques exemples, donc conception de système de culture, c'est ce qui est le plus pratiqué au centre de ma diapo, dans le cadre du réseau mixte technologique système de culture innovant ou dans le cadre de collaboration INRAITAB par exemple. Conception d'un agroécosystème durable, donc là on est au niveau de l'ensemble du paysage. On a travaillé à l'INRA sur la conception de thèmes de recherche sur l'articulation entre agriculture et alimentation, qui est une articulation qui est beaucoup trop faiblement représentée au niveau des recherches. On a travaillé sur une méthode de fertilisation azotée avec Arvalis basée sur le pilotage intégral. On a travaillé sur la conception de systèmes de culture, l'ACE Agrotransfert, qui est moteur facilitant la gestion des vivaces en abeilles. Et on a commencé un programme récemment sur des systèmes de pisciculture innovants en eau douce. Dernière méthode que je présenterai ici, c'est la conception pas à pas de solutions systémiques, avec là encore une démarche qui, là, part des situations actuelles sur lesquelles on fait un diagnostic et de manière à identifier les fonctions agronomiques et les techniques qui sont à changer. Sur la base de ce diagnostic, on explore les changements qui sont possibles avec des méthodes qui peuvent ressembler à celles des ateliers de conception, sauf que là, c'est l'agriculteur qui veut changer, qui veut inventer un nouveau système, qui est au centre, mais qui peut se faire aider. La mise en œuvre des changements imaginés par l'agriculteur, et l'agriculteur observe, il évalue, il apprend de ses observations, il complète et il modifie sa vision des choses, son schéma conceptuel avec ses apprentissages, et on peut boucler avec un nouveau diagnostic. C'est un travail de longue haleine dans lequel le producteur, donc là on est sur plusieurs années, dans lequel le producteur met au point, année après année, et souvent aidé par des pairs et ou par un conseiller,
en même temps qu'il apprend à le piloter, se convainc de son intérêt et réorganise progressivement son travail et ses moyens de production. Là encore, je ne vais pas détailler les caractéristiques propres à ce type de conception. Je vous ai dit, c'est un processus de longue haleine qui est situé et alimenté par l'action. Situé, ça veut dire qu'on le fait à un endroit donné pour cet endroit-là. Donc, on n'est pas sur des innovations génériques, mais on est sur des innovations exemplaires et des méthodes d'adaptation à la situation. Un processus basé sur l'apprentissage, je l'ai dit, une formulation progressive d'une intention relative à ce qu'on veut concevoir. L'objectif peut être un peu flou au départ, et il se précise au fur et à mesure qu'on avance. Et puis des ressources spécifiques et une dimension collective que je ne détaille pas. Quelques exemples, des travaux assez nombreux de conception pas à pas de systèmes de culture zéro pesticide ou bas intrants, toujours le réseau mixte technologique système de culture innovant, agrotransfert, des travaux entre les chambres d'agriculture, ces acteurs-là, l'INRA, des systèmes des choses aussi qui se passent dans des stations expérimentales de l'INRA avec les systèmes d'élevage bio et économe à mi-recours ou le système maraîcher alternatif à Alenia dans le sud de la France, et puis des travaux aussi sur l'amélioration de la qualité de l'eau en aire d'alimentation de captage qui sont là des conceptions pas à pas collectives. Pour terminer, pour conclure, la conception pour l'agroécologie, ça nous amène d'abord à concevoir des systèmes agricoles qui soient cohérents, c'est un peu un pléonasme entre système agricole et cohérent, mais réinsistons dessus, et qui répondent à des objectifs inédits. J'ai évoqué supprimer les pesticides, j'aurais pu en évoquer d'autres, autonomie vis-à-vis de l'azote, réduction des émissions de gaz à effet de serre, etc. Je ne vais pas refaire l'ensemble de ce qu'est l'agroécologie. Ce qui est important, c'est que ce n'est pas une innovation qu'il faut concevoir, c'est des innovations couplées, c'est-à-dire des innovations coordonnées entre elles pour surmonter les verrouillages. On a vu tout à l'heure, sur l'exemple de la diversification des cultures, que ce n'est pas une innovation qui permettra d'avancer, c'est plusieurs innovations coordonnées et qui, ensemble, permettent d'inventer quelque chose de plus important, par exemple au niveau de la filière. Il existe des démarches pour concevoir ou pour stimuler la conception. Je vous en ai présenté 3, il y en a quelques autres qui sont aujourd'hui bien maîtrisées. Donc, c'est des démarches qui permettent d'avancer, d'inventer des choses nouvelles, en fait, d'ouvrir le champ des possibles. Et ouvrir le champ des possibles, ça comprend, entre autres, une acceptation de l'incertitude. Il est impossible de connaître à l'avance toutes les propriétés de ce qu'on va concevoir. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure pour la conception pas à pas. L'objet à concevoir, il se précise petit à petit au fur et à mesure qu'on conçoit. Mais ce qui est sûr, c'est que les marges de manœuvre sur l'invention qu'on peut avoir, elles sont beaucoup plus grandes qu'on le croit habituellement. Et quand on se met dans une dynamique de conception, on s'aperçoit qu'on imagine des choses, qu'on crée des choses, qu'on teste des choses qu'on n'aurait jamais imaginé tester avant de commencer. Je vous remercie. Merci à vous, Jean-Marc Ménard, pour ce tour d'horizon d'outils et de méthodes, même si, comme vous l'avez précisé, rien n'est exhaustif à ce stade, mais me semble-t-il, on a déjà mis le doigt sur un certain nombre de pistes que vous avez peut-être rappelées pour ceux qui pratiquent déjà, si je puis dire, un certain nombre de vos recommandations. Merci très sincèrement pour cette synthèse du sujet très, très pertinente et très riche. Je vais passer sans transition encore une fois pour continuer cette première séquence à un premier retour d'expérience. Si vous permettez l'expression, on va se transporter sur le terrain de l'expérimentation en matière de reconception avec une présentation de Pauline Herbemont qui est DEA à l'établissement Georges Pompidou à l'ENIF d'Aurillac, qui va nous présenter la phase 1 de son action réalisée avec un passage en bio et la phase 2 qui est encore en cours en système de production animale avec une mise en œuvre de PA2 et qui va donc nous parler également de principes et de méthodes pour une véritable reconception à travers son expérience de terrain. Merci, bonjour à tous. Si vous pouvez me passer la diapo, s'il vous plaît. Donc, on va juste présenter un exemple, ce qui n'est pas forcément reproductible partout, c'est juste la façon dont on a fait, nous, à Aurillac. Donc, d'abord, on verra en 2013 quel était le système d'exploitation, quelle a été la première transition qu'on a mis en œuvre grâce à EPA1, et puis on verra avec qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment pour faire EPA2 et pour aller encore plus loin.
Donc en 2013, on voit une ferme de 175 hectares sur une altitude de 600 à 900 mètres, 50 hectares labourables, de sites au sol différents. Ça, c'est un peu ce qu'on ne peut pas bouger, à part vendre des hectares. Donc on a 3 personnes et demie qui sont assez spécialisées, un plutôt sur le lait, un plutôt sur la viande et un plutôt sur les cultures et le matériel. Et on est intensif, 70 Prime Holstein, 9000 à 9500 litres par vache laitière, 100% pur en IA et 460 000 litres de référence. On transforme quand même un petit peu de fromage AOP, ce qui crée de gros désordres puisqu'on fait des grosses transitions alimentaires sur les vaches. Et donc, celui qui est à mi-temps, c'est le fromager. Et sur la viande, 45 vaches allaitantes salaires. On est en convention avec le Herdbook, voilà, qui dure jusqu'en 2021. Et donc, on a un système traditionnel, broutard, avec des réformes. Donc après, sur l'assolement, vous voyez 15 hectares de maïs en silage, du labour systématique, des phytos et le sol nu l'hiver, avec un pâturage extensif dans des grandes parcelles. Et évidemment, on n'est pas autonome. Les résultats financiers, on est à moins 30 000 € par an. Au niveau animation du territoire, il n'y a quasiment que la convention avec le Herdbook. Et au niveau pédagogique, il n'y a que la filière pro agricole qui vient sur la ferme. Et en XP, voilà, c'est qu'avec les salaires. Donc, on va voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on a fait notre première transition. Donc, le point 0, en fait, c'est un audit du Conseil régional Auvergne parce que toutes les fermes en Auvergne étaient déficitaires. Et la solution qu'ils nous ont proposée à nous, c'est pas compliqué, c'était reconcevoir. Une petite modification n'aurait pas suffi. Vraiment, ils nous disaient, il faut tout revoir, vous n'allez pas vous en sortir sinon. Et puis, le nec plus ultra, ça aurait été de passer en bio. À l'époque, c'était inconcevable, je vous le dis. Donc, moi, je suis arrivée en 2014, on a commencé à faire des comités de pilotage avec à chaque fois 20-25 personnes, avec des profils très, très variés. Donc, il y avait des techniciens, des élus, des profs, des salariés, des fournisseurs, des voisins, enfin voilà, un peu tout le monde. Et la question qu'on a posée, c'est, on est service public, qu'est-ce que vous attendez de la ferme? Qu'est-ce que vous attendez sur votre territoire? À quoi on peut vous servir? Donc, on a récolté une centaine d'idées, c'était vraiment très, très large. Et puis, donc, la deuxième étape, c'était de noter un peu ces idées, parce qu'on leur a demandé, mais est-ce que vraiment cette idée, elle est importante au niveau pédagogique, technique, environnemental, territoire, et chacun a mis une note sur ces 100 idées. Et après, on a travaillé à rendre tout ça cohérent, parce qu'il a fallu faire des choix et laisser tomber certaines de ces idées, même si elles étaient très bonnes, mais on ne pouvait pas tout faire tenir ensemble dans un système cohérent. Donc ensuite, une fois qu'on a eu dégrossi le système, on a travaillé en interne avec les salariés, les enseignants, à la rédaction du projet d'exploitation. Et finalement, on a présenté le projet d'exploitation à la Chambre d'agriculture d'abord, pour vraiment voir si les partenaires territoriaux étaient OK avec ça, et puis au conseil d'administration. Vous voyez qu'il a fallu 2 ans quand même pour faire ce travail-là, donc c'est assez long. En parallèle, ce qui nous a un petit peu aidé, c'est d'avoir un tiers-temps d'animation de PA, et puis qui nous a permis de rédiger le casse-d'art surtout. Et puis, ce casse-d'art nous a permis d'avoir les fonds pour commencer notre transition agroécologique. Et ça a l'air de rien, mais quand on est vraiment dans le trou, ça aide bien à commencer à visionner et à faire des investissements qui nous permettent de changer. La diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc là, on est en 2020 aujourd'hui, donc on a toujours nos 2 troupeaux, mais vous voyez, au niveau humain, on a un chef de culture, enfin, un responsable, un chef d'équipe, qui s'occupe des 3 salariés, donc on a un mi-temps supplémentaire, et qui sont beaucoup plus polyvalents. Chacun, ils s'échangent, voilà, et ça permet d'avoir beaucoup plus de souplesse dans les travaux agricoles, puisqu'on ne sait jamais en fonction de la météo ce qu'il va falloir faire. Donc, on a diminué le troupeau laitier pour l'ajuster à la capacité des sols. Donc, on est à 50 Prime Holstein. On a diminué la production aussi, mais on a plus valorisé le lait, bien sûr. On croise une partie des inséminations. On produit un peu moins, 300 000 litres produits, mais on transforme beaucoup plus en faisant plusieurs AOP, donc salaire, Cantal, bleu. Et puis là, on a d'autres projets encore. Donc, on est tout en bio, 100%. Le début de la conversion est en 2017. Sur les salaires, on n'a rien changé, puisque on était en partenariat avec le Herdbook jusqu'en 2021. Donc là, c'est pour ça qu'on va changer ça à partir de maintenant. Voilà, on a juste 10 broutards qui partent pour l'INRA dans un casse-d'art EFI-Viande. Sur l'assolement, maintenant, on fait le pâturage tournant. Pour les laitières, c'est fait. Pour les salaires, c'est en cours. On a de la luzerne, 20 hectares de métail, alors qu'il y avait 0 céréales avant.
On laboure que quand c'est nécessaire et vraiment un tout petit peu, sinon c'est du travail superficiel ou du semi-direct. Le sol est couvert toute l'année, autonomie, évidemment sauf en 2019. Et puis on a fait rentrer dans cet assolement les arbres, donc 17 km de haies qu'on valorise en plaquettes pour les litières. Et puis on plante des arbres pour le bien-être animal, pour l'ombre, pour l'eau, pour le sol, enfin voilà. Donc au niveau résultat, bon, on n'est pas à zéro, on est toujours à moins 30 000, mais ça ne s'est pas trop aggravé non plus. Au niveau pédagogie, il y a toutes les filières qui viennent, y compris les filières générales et les filières de l'UFA et du CFPPA. Ils viennent plus ou moins, évidemment, mais quand même, ils viennent tous au moins une fois. Au niveau animation du territoire, on a 3 postes d'administrateurs au GAB, donc c'est le groupement d'agriculteurs bio local, au CERF France, donc c'est ce qui est comptable, et puis dans une association internationale, développement international. Et puis au niveau expérimental, on est dans 2 RMT, dans un CASDAR et un GI2E en cours de création. Donc vous voyez qu'on a avancé quand même, mais on aimerait bien aller plus loin. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, comment on fait pour aller plus loin? Donc là, on a des freins qui sont assez importants. Et notamment, le plus gros frein, c'est le cadre de pensée. C'est-à-dire que quand on fait de l'agroécologie, on change de métrique, notre façon de mesurer. On ne regarde plus la production annuelle par vache. Hein, on veut dire, oh, c'est nul, ils sont passés de 9 000 à 6 500, vraiment, ils sont nuls. Ouais, mais ce n'est pas ça. On va regarder quelle est la production autonome sur la ferme. C'est quelle est la production que je peux produire en produisant moi et celle qui me coûte le moins. Un autre exemple, on ne va pas mesurer la hauteur d'herbe, ou un peu, mais on va plutôt faire une observation pluriannuelle, fine des prairies, avec une confiance en ses choix. On redevient agriculteur, en fait. Et par exemple, on peut adapter la ration sortie du livre rouge de l'INRA avec Opsalim, où on sait qu'il y a des ajustements à faire et que ce n'est pas parce que c'est mathématique que c'est vrai. Et donc, des fois, moi, c'est ce que je dis, hein, c'est qu'il faut croire pour voir. Et il faut faire confiance à ses sensations. Mais alors, comment on fait pour faire croire en l'agroécologie ? Et là, ben, j'ai pas de piste. Hein. L'approche humaine, c'est un point sans réponse aujourd'hui. Donc, on a la chance d'avoir participé à un projet qui s'appelle ICIT, qui travaille sur les controverses en élevage et dans laquelle on a écrit effectivement comment on fait pour aller plus loin dans la transition agroécologique. Ben, il y a aussi un travail sur soi qui est important pour les DEA, mais aussi pour tous les gens qui sont autour, comment on fait pour aller plus loin dans l'agroécologie. Mais évidemment, on ne sait pas trop enseigner ça dans l'enseignement, enfin nous à notre niveau pour l'instant. Donc pour commencer, ben, pour lever ces freins, eh ben, on va enquêter sur les pensées et les croyances des utilisateurs de la ferme. Diapo suivante, merci. Donc le point 0, là, c'est effectivement EPA2 hein, qui nous incite à un énorme changement. Hein, quand on lit dans l'introduction qu'il faut changer le cadre de pensée pour changer le système écologique et pour permettre à l'agriculture française dans son ensemble de changer, on se dit, waouh, ok, donc il compte sur nous, vraiment. Et puis, on a aussi ce projet UCIT qui était en parallèle et qui nous a permis de faire des enquêtes sociologiques auprès d'une vingtaine de partenaires autour de la ferme, dans et autres. Donc ça, c'est notre point de départ. Donc la première étape, on a monté un comité de pilotage professionnel à qui on a présenté EPA2 et on a présenté aussi le contexte, ce qui permet de dire ben, pourquoi il y a EPA2, en fait, le contexte climatique, le contexte économique aussi des agriculteurs en France, etc. On a fait la même présentation au BTS Axe 2, dans leur module M59, c'est Agriculture innovante, je crois. Et puis, en parallèle, on a utilisé le travail d'étudiants en licence pro, en EUT, qui travaillent sur une bibliographie sur les élevages économes autonomes et voilà, sur les bilans de 10 ans de coopération avec le Herdbook. Donc ça, c'était l'étape 1. Et l'étape 2, ça s'est passé il n'y a pas longtemps, c'est le 10 novembre, où on a restitué ce qui s'est passé pendant ces enquêtes. Et puis, on a travaillé à qu'est-ce qu'on veut sur la ferme. Hein, à partir de ça, à partir de PA2, à partir des enquêtes, à partir du contexte, on va vers où? Voilà. Et donc ça a été une étape qui a vraiment, qui nous a vraiment défini quelque chose d'important. Et on va essayer maintenant sur la ferme d'éprouver de nouvelles manières d'appréhender le vivant. C'est-à-dire quand on considère qu'on est tous vivants au même titre, qu'on soit une herbe, une plante, un humain, ou voilà, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Comment on fait de l'agriculture avec ça? Voilà, ça va être notre base, où on sait qu'on voudra aussi la salaire qui sera au cœur de l'élevage. Enfin voilà, il y a plusieurs points comme ça. Donc ça, c'est notre prochaine problématique.
Donc, en parallèle de tout ça, vous voyez en bas, on a un projet bâtiment qui nous permettra d'aller plus loin aussi, puisque on a commandé, entre guillemets, enfin, on a demandé un séchage en grange, par exemple, qui nous permettra d'avoir du meilleur fromage et une meilleure santé sur les vaches, etc. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, à partir de cette problématique qu'on a conçue là, il y a 15 jours, donc les BTS, avec un tuteur professionnel, ils vont construire des hypothèses pour répondre aux objectifs retenus. Voilà, ils sont en petits groupes de 3 et ils vont essayer de voir concrètement quelle ferme on fait, qu'est-ce qui nous permet de répondre à cette problématique. Ils vont présenter tout ça au comité de pilotage professionnel et puis voilà, qui vont donner leur avis, dire qu'est-ce qu'ils trouvent cohérent ou pas, qu'est-ce qui les choque, etc. Et puis ensuite, on va travailler en interne à choisir les hypothèses qui nous conviennent, peut-être à en prendre plusieurs, ou voilà, on va voir comment on fait en interne, qu'est-ce qu'on choisit. Et puis, ça sera présenté au conseil d'administration et voté. Et puis voilà, après, on mettra en place, on mettra en œuvre toutes ces techniques. Et ça sera aussi suivi par les étudiants, par les apprenants, pardon, et on aura participation aussi des conseillers techniques locaux. Voilà. J'ai terminé, si vous voulez. Eh ben, c'est parfait. Oui, pardon, merci. Quelques points facilitants. J'avais oublié la dernière diapo, excusez-moi. Me semble-t-il, merci. Voilà, pardon. Donc ça, c'est quelques points facilitants, c'est juste quelques petites pistes pour mes collègues d'EVA. C'est-à-dire que des fois, il faut jouer les opportunistes. Si on voit qu'il y a un projet dont on entend parler qui va dans le sens de votre transition à vous, s'il y a un stagiaire qui veut venir, il faut dire oui. Au début, on se dit « Oh là là, mais je suis submergée, j'aurai jamais le temps ». Mais en fait, ce temps, c'est quand même le temps d'une autre personne qui va vous aider à avancer. Donc, des fois, c'est un petit peu de temps pour en gagner beaucoup derrière. Autre chose, il faut aller chercher les aides. Ça a l'air de rien, mais maintenant, c'est assez bien fait sur le site des conseils régionaux, par exemple. Il y a plein d'aides dont vous êtes éligible. Il faut vraiment aller chercher parce que ça vous aide à avancer. Et s'il s'agit de financer plus que la moitié, ça permet d'avancer. Après, voilà, pour avancer, il faut aussi s'appuyer sur les gens qu'il y a autour de nous et notamment les enseignants volontaires, et il y en a plein partout. Après, il y en a qui ne veulent pas avancer, mais ce n'est pas grave, hein. On avance avec ceux qui veulent et puis ça donnera des idées aux autres. Et puis, quelque chose, moi, qui m'a beaucoup aidé, c'est de ne pas oublier que ce centre, cette exploitation, ce n'est pas la mienne. C'est-à-dire, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave pour moi, quoi. Je fais du mieux possible parce que c'est un service public et que j'ai envie que ça avance et j'ai envie de faire évoluer l'agriculture et tout ça, mais je ne peux pas faire plus que ce que je suis et ce que je fais. Voilà. Donc, il faut relativiser. Et puis, moi, je trouve que c'est vraiment une chance aujourd'hui pour faire notre transition agroécologique, c'est que EPA2, il nous porte, quoi. C'est vraiment... moi, je me cache derrière alors que je suis tout à fait d'accord avec ce qui est écrit dedans, mais je dis « Ah non, c'est pas moi, c'est le ministère, c'est écrit dans EPA2, vous voyez ?» Voilà. Voilà. Donc, merci. Bon courage à tous pour ces transitions. Le mot de la fin. Merci beaucoup, Pauline Herbemont, et merci pour ce retour d'expérience, non seulement, mais aussi pour tous vos bons conseils à partager, dont vos collègues pourront user et abuser compte tenu de cette expérience très concrète que vous venez de nous relater. Retour d'expérience suivant, c'est celui de la stratégie de déploiement en région Grand Est, que va nous résumer Margot Cuvier, qui est chargée de mission ADT ADUI à la DRAF Grand Est, pardon. Margot Cuvier, qui en une dizaine de minutes va nous restituer à partir d'expériences réussies ses suggestions sur la manière d'amplifier l'approche diagnostique pour identifier les leviers de la transition agroécologique en fonction de chaque situation, et notamment en contribuant au projet d'enseignement agricole et au PLEPA. Donc, merci Margot Cuvier. Vous avez activé votre son, j'imagine. Les diapos sont prêtes et vous allez pouvoir intervenir. Avant de nous tourner une première fois après votre intervention vers nos modérateurs, modératrices pour faire l'inventaire des questions qui ont pu être posées à ce stade. Bonjour tout le monde. Moi, je vais vous présenter en fait une ébauche de projet puisque c'est quelque chose qui est en cours de réflexion et qui prend du retard pour diverses raisons, mais notamment le Covid, comme tout le monde, comme beaucoup de projets. Donc, nous, en fait, c'est parti surtout de plusieurs contextes. On peut passer directement du coup à la deuxième. Voilà.
Il y a plusieurs éléments de contexte, donc PA2, comme l'a pas mal cité déjà Pauline, et puis toutes les autres interventions. Le fait que chacun dans son établissement doit participer à l'écriture d'un plan local et que donc il est demandé aux exploitations et ateliers d'évoluer dans un sens agroécologique et que la reconception de système est quand même a priori, comme on l'a déjà évoqué, une façon plus durable de les faire évoluer. Ensuite, il y avait plusieurs volontés de la part du groupe des DEA que j'anime, qui était d'avoir des apports scientifiques avec des interventions de spécialistes sur diverses thématiques. Il y a également le programme de recherche ici, donc dans lequel était Pauline et qui lui a permis aussi d'aboutir à toutes ces réflexions. Et donc moi, j'avais 2 exploitations qui étaient dans le projet ISIT, Château-Salin et Rethel, et qui étaient sur... il y avait un volet élevage en fait dans l'enseignement agricole et bien-être animal, et qui était basé pas mal sur la méthodologie d'enquête et de questionnement sur le système via tous les utilisateurs de l'exploitation. Et donc, on s'est dit que ça pourrait être une méthodologie à élargir sur d'autres exploitations ou même au niveau régional. Et puis, il y avait une grosse volonté aussi du groupe des DEA de voir autre chose, d'avoir des réflexions collectives sur l'agriculture en 2050, sur l'importance, quelle priorité on donne dans un réseau, et le besoin d'échange et de mise en débat sur tout ça. Donc, je suis partie aussi de cette volonté d'aller voir ailleurs, d'aller faire des visites à l'extérieur. Au début, on est parti sur une idée de voyage d'études. Donc, on a essayé de mêler tout ça. Et donc, pour la mise en projet de toutes ces réflexions, on prévoit de faire une première intervention avec les acteurs qui m'aident à mettre en place ce projet, notamment Patrice Kerr de Réseauthème. On avait prévu une rencontre la semaine prochaine, mais malheureusement, je pense qu'on va devoir la décaler, qui était basée sur une première restitution donc du projet ISIT dont je viens de parler, et puis des échanges, des réflexions autour des diversités au sein de la région. Qu'est-ce qui est important pour les DEA dans le cadre de la transition agroécologique, et de partir de ces valeurs-là pour en faire un projet commun, avec comme objectif de définir une stratégie commune de réseau. Et donc ensuite, les moyens peuvent être variés. Il pourrait y avoir des formations et des interventions, donc ce fameux voyage d'études, avec des enquêtes réalisées par les DEA et DAT sur des modèles singuliers. Donc on était parti éventuellement sur des enquêtes autour d'exploitation en biodynamie, pour aller voir quelque chose vraiment en rupture par rapport à la majorité des exploitations du réseau, et pouvoir ensuite revenir et questionner l'agriculture dans notre région. Et on pourrait envisager également des accompagnements individuels grâce au groupe pour certains systèmes, en prenant en plus comme argument certaines difficultés économiques et donc un besoin vraiment immédiat de reconception de système. Et donc les objectifs, c'est donc, comme je l'ai dit, de trouver une stratégie commune pour le réseau des exploitations et ateliers Grand Est, de créer vraiment une synergie dans le collectif, et ensuite d'apporter, de questionner d'autres modèles pour ensuite questionner son propre système, et apporter des éléments donc, pour le PLEPA ou d'autres projets d'établissement, quels qu'ils soient. Vous en avez terminé, Margot? Oui. Très bien, merci beaucoup. Merci pour cette présentation qui va nous permettre d'entrer dans la séquence de questions des participants. Je vais pour ce faire appeler donc Espérance Brendley et Dominique Didlot, qui ont aujourd'hui le rôle de modérateur et d'identifier, ils ont pour mission d'identifier vos questions
auquel je n'ai pu résister d'aller jeter un coup d'œil. J'en profite, mais elle a dû en prendre connaissance pour faire part de quelques messages de remerciements, de bravo et d'encouragement à destination de Pauline, de la part de ses collègues qui la félicitent et qui la remercient pour ces messages encourageants. Voilà, donc le bon courage était le mot de la fin, mais ça a été bien compris en ce sens et je pense que d'aucuns souhaitent s'en saisir très vite. J'ai vu que Pauline a eu le temps également de répondre techniquement à une question d'Arnaud concernant le semi-direct sans glyphosate, donc vous aurez pu peut-être en prendre connaissance. Je me permets de lui poser une question intermédiaire. Tout de suite après, nous reviendrons à vos questions, à vos propres questions, mais je me demandais globalement quels sont les types de résistance, même si vous les avez cités, survolés, les types de résistance que vous rencontrez sur le terrain, ou venant de qui ou de quelle structure en particulier, s'il fallait faire une sorte de hiérarchie. Les plus grosses résistances, c'est par rapport au contexte professionnel territorial, les OPA, voilà. Finalement, qui vivent exactement dans le système qu'a décrit tout à l'heure M. Ménard. J'ai trouvé ça tellement juste, dire que tout est interconnecté, et tout fonctionne comme ça aujourd'hui. Donc, dès qu'on veut faire autrement, eh bien, on dit que c'est notre faute, qu'on fait n'importe quoi, que c'est la classique résistance au changement. Ah, mais c'est plus le cadre. Après, ce qui a été facilitant finalement, c'est le changement de pensée de la société. Et c'est la société qui a fait changer derrière les élèves, les profs, et puis pareil, toute la profession. La profession, elle est vraiment en train de réfléchir là, et je pense qu'il y a... Enfin, vous me demandez ce qui est limitant, mais je préfère parler de ce qui est facilitant. Bien sûr. Par exemple, en 2019, la semaine qu'on a eue à 40 degrés à Aurillac, avec un vent du sud qui, normalement, nous amène de la pluie, et là, qui faisait beau temps, je pense que la Terre aussi, le climat, a fait changer les choses. C'est-à-dire qu'il y a quand même un contexte où, ça y est, on le sent, même si on ne veut pas le regarder, notre corps, il sent qu'il y a un changement qui est fait. Ça nous oblige à changer, ça nous oblige à ouvrir les yeux. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, ceux qui ne changent pas et qui n'ouvrent pas les yeux, ils sont en grande difficulté, quoi. Voilà. Donc, il faut changer. On n'a pas le choix, il faut changer. Merci, Pauline. Puisque vous avez interpellé ou cité de nouveau Jean-Marc Ménard, je ne sais pas s'il est toujours avec nous ou s'il nous entend, mais évidemment, je lui propose d'intervenir s'il le souhaite pour compléter. Et puisque nous sommes dans les choses, dans les messages constructifs, comme vous venez de le proposer, peut-être a-t-il lui aussi des suggestions à faire pour aller, pour tirer un petit peu vers le haut tous ces résistants ou résistantes qui pourraient, comment dirais-je, empêcher d'avancer. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus enthousiasmant d'après vous, Jean-Marc Ménard, qu'il faudrait retenir à l'occasion de ces échanges? Par quoi faut-il commencer? À l'adresse de qui? Et comment s'y prend-on? Même si vous avez commencé à l'évoquer, bien évidemment, en parlant de cette approche systémique et de l'ensemble des acteurs qui sont concernés, mais peut-être faut-il commencer par un bout pour tirer le bon fil quelque part. Merci d'activer votre micro, Jean-Marc. Voilà. Merci de me donner la parole. D'abord, bravo à Pauline et Margot pour ces expériences vraiment très intéressantes. Je pense, oui, des difficultés, il y en a, des gens qui n'ont pas envie de suivre ou qui tournent en ridicule ce qu'on peut faire par derrière, il y en a, mais ce n'est pas de cela qu'il faut s'occuper. Il faut plutôt travailler avec les gens qui ont envie de changer. Alors bon, l'innovation peut être complètement bloquée par les verrouillages. Mais le verrouillage, ça n'est que il ne touche qu'une partie de la population, une partie majoritaire pour l'instant, mais il y a tout un tas d'initiatives, de groupes minoritaires qui sont des initiatives extrêmement passionnantes et qui permettent d'avancer. Et c'est les analyses de déverrouillage historique qui ont été menées par des collègues de différents pays, en particulier des verrouillages sur les transports ou sur l'énergie, puis des changements dans les modes de transport, par exemple, qui ont été assez massifs au XXe siècle. Ces expériences, elles montrent que, de toute façon, on ne déverrouillera pas le système sans avoir organisé des petits collectifs, des niches d'innovation dans lesquelles se prépare l'avenir. Et moi, je crois que la première chose, à la fois pour servir de support à l'enseignement et pour innover,
je pense qu'on a intérêt à travailler avec des niches d'innovation en priorité. Et puis, il y a un certain nombre d'acteurs du verrouillage qui, à un moment donné, vont se rendre compte que ce qui se passe dans les niches d'innovation, ce n'est pas si idiot. Voilà, donc moi, je suis positive. C'est-à-dire, les gens qui sont contre, je fais avec, je argumente quand ils sont en face de moi, mais je ne me désespère pas de ne pas les convaincre. Je pense que les choses changent quand on regarde, bon, je suis un peu plus âgé que les autres intervenantes, quand on regarde avec un peu de recul ce qui s'est passé. Eh ben, il y a 20 ans, on était très loin de parler de transition agroécologique. Aujourd'hui, on en parle, on la vit dans les territoires, dans certaines exploitations. Donc, il y a plein de choses qui bougent. C'est bien. Et bougeons avec ce qui bouge. Merci pour ces suggestions complémentaires. Je me retourne de nouveau vers Dominique Didlot, que nous devrions entendre. Oui, donc là, j'ai changé de poste. De poste. Je suis d'Espérance. On vous entend, très bien. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend très bien. Bien. D'accord. Donc, on a suivi le chat les uns les autres. Hein, et je pense qu'il y a une question qui est un peu générale, qui est de comment mettre en œuvre la reconception. C'est bien la question que tout le monde se pose. Donc, on en a perçu un certain nombre de clés à travers la présentation de M. Ménard et de Pauline. Dans le chat, en tout cas, on nous parle de partage de la charge, parce que c'est vrai que les pauvres DEA, DAT, cette charge de reconception n'est pas facile à porter. Donc, de partage des charges avec les professeurs, les élèves, etc. Et je pense qu'on est bien dans l'esprit de ce que cherche à développer Réseauthème avec les entretiens stratégiques, choses qui sont un peu issues d'expériences ISIT. Hein, Pauline nous en a un peu parlé. Certains ont dit il faut exploiter, entre guillemets, hein, les expériences réussies du territoire, notamment chez les privés. Et là, ça rejoint sans doute une question qui a été posée par certains en disant « et le privé dans tout ça ?» On parle de l'enseignement privé, qui s'appuie sur des exploitations extérieures au lycée. Et pour le coup, certains ont répondu dans le chat, mais oui, les profs des établissements connaissent et emmènent leurs élèves sur des exploitations professionnelles. Et pourquoi pas s'appuyer sur elles. Les ateliers de co-conception existent. Ça a été signalé dans le chat également. Et puis, un problème quand même important sur lequel vous pouvez réagir, c'est l'histoire de la prise de risque économique, qui n'est pas toujours facile pour mener cette entreprise de reconception, puisqu'on prend des risques. Et moi, j'avais une petite question un peu personnelle, c'est comment, pour amplifier la reconception sur le territoire, comment peut-on, entre guillemets, convaincre les vrais acteurs économiques du terrain, c'est-à-dire les coopératives en particulier, le négoce et ceux qui font la pluie et le beau temps dans les campagnes, j'allais dire. Voilà. Alors, il y a à la fois des réponses et des questions dans ce que j'ai lu. Alors, si quelqu'un veut contribuer, effectivement, pour compléter les réponses ou ce qui a déjà été suggéré, bien évidemment, ce peut être envisagé. Pour cette dernière question, enfin, cette question en suspens posée par Dominique Didlot, je ne sais pas si, de nouveau, je vais me permettre de me tourner vers Jean-Marc Ménard, peut-être. Je fais le lien avec, effectivement, ce que vous avez expliqué dans l'une de vos diapos tout à l'heure. Il y a deux choses qui m'avaient frappé là-dessus. Vous avez parlé de facteurs limitants ou d'éléments de blocage que peuvent être, par exemple, la résistance au changement d'une variété. Effectivement, je pensais, vous avez cité la pomme de terre, par exemple. Je suppose qu'il y a des installations industrielles conséquentes qui ont besoin d'un amidon ou d'un type de pomme de terre pour des amidonneries ou pour la transformation et qui, effectivement, voient d'un mauvais œil certaines tentatives de s'orienter vers des variétés résistantes au milieu qui ne seraient pas compatibles. Bon, c'est un exemple. Puis vous avez cité un deuxième exemple, à savoir que le consommateur final ne voyait pas forcément l'intérêt environnemental à travers le produit final. Alors, ça fait autant effectivement de stades de blocage potentiel, mais pour faire le lien avec la question de Dominique Didlot, est-ce que ce n'est pas l'aval qui bloque aussi quelque part de manière un petit peu systématique malgré les efforts de l'amont? Point d'interrogation. Oui, ça c'est clair. Hein. L'aval est un lieu de blocage majeur
et plus que l'amont. Et la place qu'occupe aujourd'hui, la difficulté à faire baisser les pesticides du plan Ecophyto, de mon point de vue, et d'après les études qu'on a faites, est beaucoup plus liée à l'action de l'aval qu'à l'action des sociétés phyto elles-mêmes. Elle joue, je ne dis pas qu'elle ne joue pas, mais en tout cas, c'est l'organisation de l'aval autour de systèmes de production basés sur les pesticides qui fait que c'est extrêmement difficile de bouger. Alors, convaincre les coopératives, il y a des coopératives qui bougent. Je pense que c'est des choses qui se passent au niveau des territoires. Il y a des territoires dans lesquels vous avez un certain nombre d'acteurs qui se sont mis d'accord sur un objectif. Alors, des fois, le déclic, c'est des plans alimentaires territoriaux. Des fois, c'est autre chose. C'est une filière porteuse pour la région. C'est une AOP ou une IGP. C'est très, très divers, les moteurs. Mais ce qui est important, c'est que ça bouge quand il y a plusieurs acteurs qui se mettent d'accord et qui y voient chacun leur intérêt à changer parce qu'ils vont occuper une niche de marché qui n'était pas occupée par les autres et qui permet de produire quelque chose qui est identifié au niveau du territoire et au-delà. Alors là, justement, le fait que ça soit collectif, ça me permet de rebondir, et je vais arrêter là, sur une interrogation. Est-ce que finalement, l'une de mes diapos dans laquelle je parlais de vos métiers n'est pas une diapo qui vous charge beaucoup trop? Non, ce que j'ai voulu écrire, c'est les endroits potentiels sur lesquels vous pouviez agir, mais je connais pas très bien votre métier, même si j'ai côtoyé un certain nombre d'entre vous. Je pense que de toute façon, ça sera collectif. Ça ne peut être que collectif. Alors évidemment, quand le verrouillage vient des collègues de l'équipe de direction, c'est lourd au quotidien, écrivez-vous dans le chat. Oui, c'est vrai. Je le comprends tout à fait. Mais c'est un partage avec les autres personnes de l'établissement d'enseignement et de l'extérieur qui sont sur la même ligne que vous, qui vous permettra d'être efficace. Il ne faut pas prendre tout sur vos épaules, mais d'ailleurs, Pauline l'a dit très bien. Merci beaucoup, Jean-Marc Ménard, pour ces précisions. Je laisse encore quelques minutes le micro ouvert à Dominique et Espérance si l'un ou l'autre souhaite nous faire part d'autres retours. Pauline voulait réagir à ça, bien sûr. Allez-y, Pauline. Oui, par rapport aux coopératives, il y a une des possibilités, que je ne suis pas la seule à avoir testé, c'est de changer de client. C'est-à-dire qu'il y a un moment, dans le passage en bio notamment, mais dans le passage à d'autres labels, on change de client. C'est-à-dire qu'on va vendre notre produit qui va peut-être être vendu le double, pour nous c'est à peu près le cas, à quelqu'un d'autre. Donc la coopérative, elle perd ce marché et elle se dit mince, il va peut-être falloir que je m'adapte pour pouvoir être capable de... Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas changé volontairement, c'est juste qu'eux ne sont pas sur ce marché-là. D'accord? Et donc c'est pas que je les ai mis de côté, c'est juste qu'ils ne sont pas capables de vendre ce que je produis. Donc, je le vends à quelqu'un d'autre. Et en ce moment, ils sont en train de changer pour pouvoir vendre du bio. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens autour de nous qui vont en bio et eux, ils n'étaient pas capables. Donc, il y a un peu de retard, c'est vrai. Mais après, ça dépend des coopératives. Mais voilà, ils sont en train de changer. Et puis, quand ils achèteront du bio, qu'ils le vendront de manière correcte, on reviendra vers eux, ce n'est pas un souci. Mais voilà, il y a un moment où il faut faire le choix. Voilà, et je pense à Bertrand Cailline, par exemple, qui a changé aussi d'un coup de clients, et c'est quelque chose d'énorme. Et voilà, on joue le tout pour le tout, mais ça marche, quoi. Voilà, et c'est comme ça qu'on les fait changer. Et après, contribuer immédiatement à les aider justement au moins à la réflexion et puis voilà, à se structurer en conséquence. Après, par rapport, quand l'équipe de direction n'est pas convaincue de l'agroécologie, c'est difficile en tant que DEA d'agir là-dessus. C'est pour ça qu'il faudrait vraiment qu'il y ait plus d'informations, d'incitations, je ne sais pas, envers les équipes dirigeantes et les gestionnaires. Parce que nous, DEA, on a l'impression d'être vraiment en première ligne là-dessus et de devoir faire changer vers l'agroécologie, même par rapport à EPA2. Je ne sais pas, moi, par exemple, je suis nommée référente d'EPA2 sur l'établissement, mais il y a d'autres personnes, quoi. Je veux dire, on peut partager, voilà, il faut que tout le monde aille dans le même sens et il ne faut pas compter que sur nous, quoi. Voilà, un petit rappel. Merci Pauline. Donc, y a-t-il d'autres remarques, questions ou interprétations de questions de la part de Dominique? Oui, Jean-Charles, oui. Vous m'entendez?
Quoi? Oui, oui, c'est bon, cette fois. Parfait. Simplement, je réponds à une question qui a été posée au tout début sur l'agriculture biologique, les 30% de SAU. En fait, c'est un indicateur qu'on avait mis dans le plan, un indicateur phare, simplement pour dire il faut que le passage en bio, ce ne soit pas anecdotique. C'est pour ça qu'on avait mis 30% de SAU. Très rapidement, il y a eu des contestations là-dessus en disant, mais oui, mais soit on passe des ateliers entiers en bio, soit on ne passe pas qu'à moitié en bio. Parce que tout se tient, les productions servent de l'amont, servent l'aval, etc. Et donc, en fait, c'est un indicateur qu'on peut faire évoluer. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a besoin en termes d'indicateurs, hein, qu'il y ait des ateliers de production de taille non anecdotique qui passent en bio. Mais voilà quoi. Donc, les indicateurs ne sont pas gravés dans le marbre définitivement, quoi. On peut les faire évoluer, surtout quand il y a, j'allais dire, des raisons légitimes de les faire évoluer, quoi. Voilà. Merci pour cette Je pourrais prendre la main? réponse. Oui, qui lève la main, c'est Adrien Rabal. Je n'ai pas trouvé pour lever la main, je suis désolé. Pour répondre à ce que dit M. Didlot, il faudrait de la précision, enfin, voilà, savoir si c'est ou 100% des SAU en AB, ou en SICO, ou en HVE, parce qu'actuellement, la lecture que j'en fais dans EPA2, dans la note de service, c'est ou, dont 30% de SAU en bio. Et forcément, comme vous venez de le dire, quand on fait 30% de la SAU en bio, on perd de la cohérence à l'échelle du système d'exploitation. Donc, je veux bien que les indicateurs peuvent évoluer, mais quand on prend des décisions stratégiques pour les années à venir, pour 5 ans, le micro. Il faut de la précision. Du côté de nos animateurs réseau thème, il y a Hervé Longy. Tu peux peut-être, ou Françoise, je pense que c'est un sujet qu'on a bien débattu, ça. Donc, vous pouvez peut-être répondre à ma place. Oui, Françoise, je veux bien effectivement répondre. Donc, effectivement, sur la note de service, comme sur le document, il avait été noté effectivement 100% des établissements ayant effectivement de l'AB, des signes de qualité, etc., et HVE. Après, quand on va effectivement suivre ça au niveau des indicateurs, ben, forcément, il va falloir appliquer à la réalité des choses, quoi. Et je confirme ce que dit Dominique sur l'AB, effectivement, il était noté 20% et non pas 30%, 20% ou plus. C'est vrai que c'était effectivement pour éviter, c'est une demande politique pour éviter effectivement que l'atelier soit anecdotique. En échange avec les directeurs d'exploitation et entre nous, on sait très bien qu'effectivement, il n'est pas question de fragiliser les exploitations en obligeant quelque part à avoir des surfaces en AB. C'était complètement illogique. Donc, on peut effectivement proposer d'autres types d'indicateurs et on en était arrivé à se dire qu'il valait mieux avoir une vision sur une SAU totale de toutes les exploitations, type 40%. Et je vois dans le chat que Bertrand Minot, ex-animateur Format Bio, me dit même 50%, effectivement, mais sur la totalité des surfaces des exploitations agricoles des lycées, quoi. Voilà. Et après, HVE, c'est une certification globale pour toutes les exploitations. Donc, du coup, on est sur un autre chiffre de référence. Et signe de qualité, c'est pareil, c'est par atelier. Donc, voilà, l'idée, c'est qu'il y ait 100% des exploitations qui aient une de ces démarches-là, un de ces ateliers, soit en SICO, soit toute l'exploitation en HVE, soit un atelier en AB. Mais après, les indicateurs et les chiffres que l'on va suivre vont pouvoir varier en fonction des situations. Je ne sais pas si j'ai finalement pu être clair. Voilà, j'espère. Je peux reprendre la parole, du coup. Enfin, Adrien dans la Rabal. lecture que je fais du plan EPA2 que j'ai sous les yeux, pour moi, ce n'est pas clair si c'est ou 100% AB, ou 100% SICO, ou 100% HVE, plus dont 30% de SAU en bio. C'est écrit comme ça et je l'interprète comme ça. Donc, voilà juste la réponse à la question que j'avais. Enfin, la question que j'ai exactement.
oui, je disais, si ce n'est pas clair, eh bien, on s'en excuse, quoi. Mais l'idée, ce n'est pas les 30% ou les 40%, quoi. C'est bien, du moins, ce n'est pas forcer les exploitations à avoir systématiquement, parce que moi, je pense que si on force les gens à avoir, mettre 30% de leur SAU, c'est des choses qui seront contre-productives, qui seront... L'idée, c'est bien ce qui a été présenté tout au long de l'après-midi, c'est bien de reconcevoir son système et de faire un système qui est vraiment agroécologique. Et c'est un système qui prend tous les tenants et les aboutissants de son système pour être sur un système qui veut être plus durable, quoi. Mais je suis entièrement d'accord avec vous, je partage à 100% votre point de vue. Mais aujourd'hui, quand on a une note de service, en tant que bon fonctionnaire, il faut qu'on l'applique. Et quand on nous fixe des seuils, on doit les appliquer aussi. Donc, c'est toujours compliqué de faire de la stratégie à 5 ans quand les règles du jeu sont floues. Voilà. Bon, je ne crois pas que les règles du jeu soient en flou, c'est peut-être mal exprimé. Mais avec les suivis des indicateurs que vont vous proposer les régions, il y aura des précisions données pour ces suivis d'indicateurs. Donc, je pense que du coup, vous pourrez être rassurés. Voilà. Pour préciser, il y a un travail qui est fait par les chargés de mission ADT en DRAF pour bien circonscrire ce que l'on entend dans la définition de l'indicateur, de manière à ce qu'effectivement, il n'y ait pas ces ambiguïtés. 100% de AB ou HVE ou SICO, c'est l'un plus l'autre plus l'autre. Ça peut être, c'est pas 100% de l'un, 100% de l'autre. Non, c'est bon. Après, c'est bien que vous posiez la question parce que ça veut dire qu'il y a une ambiguïté, que dans notre esprit, on l'a mal exprimée et il faut circonscrire de manière beaucoup plus précise la définition et ce qu'on attend de l'indicateur. Merci Dominique Didlot pour ces précisions. Merci à Hervé Longy et Françoise Degage. Y a-t-il encore d'autres velléités de questions? Jean-Marc Ménard voudrait intervenir encore à ce niveau-là. Oui, ce n'est pas une question, c'était une réponse à une des questions du chat sur la prise de risque économique. Les agriculteurs qui changent, dans la majorité des cas, ils limitent le risque économique en faisant un essai sur un coin de parcelle quand c'est de la culture, sur quelques animaux quand c'est de l'élevage. Alors ça complique les choses, c'est clair, mais je pense que dans des établissements de formation, ça peut aussi avoir l'intérêt de fournir des situations pédagogiques assez intéressantes. Donc le fait de changer, c'est pas forcément... Alors il y a des risques, mais d'abord, toutes les techniques innovantes ne sont pas forcément risquées. Il y en a qui, au contraire, sont moins risquées. On pourrait citer des exemples. Et voilà. Mais il y a une interaction aussi avec vos fonctions d'enseignement. J'ajouterais que les ateliers de conception, ça n'est pas seulement pour concevoir un nouveau système de la ferme ou pour concevoir une méthode de transformation, un procédé de transformation innovant. Ça peut être aussi, ça peut jouer le rôle aussi, avec des apprenants, de sensibilisation, d'apprentissage du fait qu'il y a d'autres manières de travailler et de réfléchir. C'est utilisé aussi comme ça dans un certain nombre d'établissements. Faire des ateliers de conception, non pas pour concevoir quelque chose de complètement nouveau qu'on va mettre en œuvre, mais pour apprendre. Merci Jean-Marc Ménard. Je pense pouvoir dire qu'une grande partie de ceux qui vous entendent et vous écoutent sont assez d'accord avec vous. Et je ferai quand même le lien effectivement avec quelque chose qui a été évoqué précédemment. Reste à convaincre gestionnaires et directeurs sur certains points dans cette démarche. Effectivement, encore faut-il que le message passe à tous les niveaux. J'ai bien entendu cela dans vos échanges précédents. Encore une dernière intervention, si vous le voulez bien, avant de prendre cette petite pause bien méritée, ne serait-ce que pour nos intervenants. Thomas Renaudin. Je veux bien, s'il vous plaît, oui. Je voulais féliciter Pauline pour sa présentation et son travail. Ce que j'ai entendu me fait réagir sur plusieurs sujets. Le premier, c'est la question du travail sur le long terme. Et sur les postes de directeur d'exploitation et d'atelier technologique, on sait que ce n'est pas forcément quelque chose d'évident. Et là, on a une illustration d'une personne qui est restée donc depuis 2014, hein, si j'ai bien entendu Pauline. Et donc, on voit bien que ce travail-là, il ne peut se faire que sur un temps long, hein, sur le temps des systèmes agricoles qui est... pour lequel il faut pouvoir se poser, discuter, mettre en place et puis commencer à recueillir les fruits du travail qu'on a fait. Pour avoir
pour avoir pratiqué un peu ce genre de démarche il y a quelques années sur une exploitation que connaît bien Jean-Marc, il y a aussi un sujet qui, je pense, est important et qui a été évoqué par Adrien, c'est la question du soutien de l'équipe de direction. Et c'est vrai que pour avoir eu la chance d'être dans une équipe qui croyait aux évolutions de structures, de pratiques, etc., c'est quelque chose qui aide beaucoup. Et je sais qu'il y a des situations qui sont beaucoup plus difficiles à vivre pour les collègues en termes d'évolution des pratiques, en termes d'évolution des structures. Et dans ces cas-là, eh ben, c'est difficile de faire bouger les choses. On se sent bien seul, hein, souvent. Merci Thomas Renaudin pour ce message complémentaire dans lequel se reconnaîtront certaines et certains, j'imagine, dans les situations que vous avez évoquées. Merci aux uns et aux autres. Merci et bravo encore une fois à Pauline. Merci à Margot pour sa présentation. Merci à Jean-Marc Ménard pour son regard et sa position d'observateur éclairé qui nous a permis également de faire le point sur l'approche systémique de la problématique, c'est vraiment le cas de le dire. Tout est complexe comme nous le savons tous, mais ça nous a permis d'éclairer un certain nombre de choses. Je